En 1944, aux États-Unis, dans le cadre du projet Manhattan, les scientifiques du laboratoire de Los Alamos développèrent une arme secrète à base de plutonium astucieusement surnommée Gadget. Encore toute nouvelle, et surtout d'une complexité affolante, l'arme devait être testée avant d'être utilisée en conditions réelles. Fin 1944, il fut décidé de l'essayer dans une zone désertique nommée Jornada del Muerto, au Nouveau-Mexique, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Socorro. Le 16 juillet 1945, Gadget fut donc testé, déployant sa puissance de 21 kilotonnes de TNT, provoquant une bulle de plasma de 266 mètres de diamètre, visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Le 9 août 1945, cette même arme à fission à base de plutonium fut donc utilisée à Nagasaki, faisant entre 60 000 et 80 000 morts, sans compter les nombreux cancers et autres effets secondaires ultérieurs, et causant par la même occasion la capitulation du Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce projet avait pour nom Trinity, et la population américaine ne fut mise au courant de son existence que le 12 août 1945. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la zone d'essai de Trinity n'était peut-être pas aussi déserte qu'on le pensait. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, en 1972, l'Amérique fait la connaissance de Wes Craven avec le terriblement glauque La dernière maison sur la gauche. Choquant pour l'époque, ce film sera un petit succès avec ses 3 millions de dollars au box-office et lancera la carrière de celui qui deviendra au fil des années un authentique maître de l'horreur. Pourtant, Wes ne souhaitait à la base pas enchaîner sur un nouveau film d'épouvante, genre qu'il considérait comme contraignant, mais après cette belle réussite, il attirera un certain nombre de producteurs curieux, dont son propre ami Peter Locke, uniquement motivé par l'idée de financer un film d'horreur aussi choquant et violent et de contribuer à la montée en célébrité de Craven. Leur collaboration donnera effectivement un film dur pour l'époque, aujourd'hui reconnu comme culte, qui sortira en 1977 sous le nom de La Colline des yeux. But nothing prepared her for this. The hills have eyes. Le film met en scène une famille d'Américains moyens, les Carter, en plein voyage dans le désert californien. Nous pouvons donc compter le père, Bob, ancien flic à la retraite, de sa femme Ethel, de leur fille Lynn, son mari Doug et leur bébé Catherine, et de leurs deux autres enfants, Brenda et Bobby. Les relations entre tout ce beau monde ne sont pas forcément radieuses, et ce voyage dans la campagne américaine était censé resserrer leurs liens. Malheureusement, ils se feront attaquer par une famille de cannibales vivant dans les collines environnantes. De quoi vous ruiner vos vacances, assurément. Tellement violent qu'il fut à la base classé X comme un film pornographique, donc. La colline à des yeux fut inspirée à Craven par la légende soi-disant historique écossaise de la famille de Sawney Bean. Selon le mythe, Bean aurait été le chef d'un clan de 48 personnes qui vivaient au XVIe siècle dans des grottes et qui auraient survécu en attaquant et dévorant des gens. Ces charmants cannibales, tous nés de l'inceste, auraient finalement été arrêtés et exécutés extrêmement violemment par le roi Jacques VI. Un tel fait divers contesté par les historiens, mais pourtant bel et bien présent dans le folklore écossais depuis de nombreuses années, inspira donc à Wes Craven l'idée de La colline à des yeux. Un film qui sera un beaucoup plus grand succès que son précédent, La dernière maison sur la gauche, puisqu'il engendrera pas moins de 25 millions de dollars pour un budget d'à peine 500 000 dollars. Une étape supplémentaire franchie avec brio par le futur papa de Freddy Krueger. D'ailleurs, le film sera une telle réussite que Craven remplira en 1985 avec une suite, toujours produite par Peter Locke, qui verra plusieurs personnages du premier opus revenir à la lutte avec des mutants du désert. Nettement moins notable, on peut également citer le film Mind Reaper, réalisé par Joe Gayton et produit par Wes Craven, qui est parfois appelé La colline à des yeux 3, bien qu'il n'ait finalement pas grand chose à voir avec cette saga. C'est ce qu'on appelle une vieille ruse de producteur. Mais enfin bon, bref, vous vous en doutiez en cliquant sur cette vidéo, ce n'est pas de ces films-là que nous allons parler aujourd'hui. Au début des années 2000 débarque sur les grands écrans un grand nombre de remakes des classiques de l'horreur des années 70-80. Ainsi, Massacre à la tronçonneuse par exemple effectue son grand retour sous la houlette de Marcus Nispel et les financements de Michael Bay, et ce reboot/remake engrangera ni plus ni moins que 107 millions de dollars au box-office. Il ouvrira en quelque sorte la boîte de Pandore et sera suivi par un grand nombre d'autres longs métrages, The Amityville Horror, L'Armée des Morts, The Fog, The Omen, Terreur sur la ligne, Black Christmas, etc. Et bien sûr, le film qui nous intéresse donc aujourd'hui, La colline à des yeux. Bah ouais, tu t'y attendais, tu l'avais vu venir? Je pense pas, non. Donc, après le succès de certaines des œuvres que je viens de citer, ce fut au tour de Wes Craven de se demander lequel de ces films pourrait bien se voir faire un petit lifting.
Ne possédant malheureusement pas les droits de son personnage de Freddy Krueger, son choix se porta alors sur La Colline à des yeux, film cher à son cœur et à celui de ses spectateurs. Seul bémol, il n'avait pas de réalisateur pour s'en charger, comptant uniquement le produire. Son associé Marianne Maddalena lui fit alors découvrir un film d'horreur français sorti en 2003 qui le scotchera littéralement, lui faisant l'effet d'une évidence. Je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Je laisserai plus jamais personne se mettre entre nous. Haute tension, réalisé par Alexandre Aja, fils du cinéaste Alexandre Arcadier et de la critique de cinéma Marie-Jo Jouan, coécrit par Aja et son acolyte Grégory Levasseur, est donc un film d'horreur sorte de slasher survival au twist final surprenant. Il sera le premier long métrage de Aja, le propulsant dès lors sur le devant de la scène du cinéma d'horreur. Considéré par beaucoup de membres de l'industrie comme une incroyable bouffée d'air frais, le film ouvrira pas mal de portes à Aja et Levasseur qui cherchaient donc un second projet avec lequel continuer sur leur belle lancée. A l'origine, Aja devait continuer à travailler avec EuropaCorp et son boss Luc Besson, puisqu'ils étaient producteurs sur Haute Tension. Mais à son arrivée aux États-Unis, il a eu tellement de propositions qu'il n'a pas tardé à abandonner Luc Besson, qui d'ailleurs lui en voudrait un tout petit peu. Et il va pas trop apprécier, non. Et pour la petite histoire, lors de leur arrivée aux États-Unis, à Aja et à Levasseur, même Stallone leur proposera un scénario, une histoire policière fantastique avec un flic qui mène des enquêtes sur un serial killer, tout ça autour des rêves ou des cauchemars, enfin bref, un truc que Alexandre Aja a qualifié lui-même de absolument merdique, et donc il a décliné gentiment cette proposition. Mais vu qu'il ne sera jamais adapté au cinéma, il y a des chances pour que ce scénario, soit vraiment nul en fait. Mais lorsque Craven demanda à Aja et Levasseur de les rencontrer pour un autre projet, à la base, ils acceptèrent immédiatement, heureux de pouvoir collaborer avec un cinéaste qu'ils admiraient. Selon leur propre dire, La Dernière Maison sur la gauche et La Colline à des yeux les avait beaucoup inspirés pour Haute Tension. Et lors de leur entretien avec Wes, la question fut finalement posée. Seraient-ils tous les deux d'accord pour bosser sur le remake de La Colline à des yeux, en sachant qu'ils souhaitaient voir quelque chose de nouveau, de différent, qui justifierait le remake? Aja et Levasseur trouvèrent donc l'idée d'inclure une dimension politique et sociétale au film, voire même écologique, en incluant l'idée des essais nucléaires cachés par le gouvernement et leur impact sur la population du désert, avec notamment des mutations. Nous n'aurions donc plus seulement affaire à des cannibales dans cette nouvelle version, mais à des cannibales mutants, transformés à jamais par les radiations surpuissantes auxquelles ils auront été exposés toute leur vie. Ce n'était évidemment pas la première fois qu'on parlait de radiation dans le cinéma d'horreur, mais très souvent c'était fait avec beaucoup d'humour et de second degré. Au-delà des productions Trauma et du célèbre toxique The Avenger, nous avons des séries B voire Z comme le sympathique Chud et ses monstres rigolos à souhait. Mais là, nous sommes en 2006, et qui dit début des années 2000 dit apparition d'un nouveau sous-genre de l'horreur qui marquera son époque. Live or die. Make your choice. Le torture porn apparaît officiellement avec Saw de James Wan en 2004, confrontant pour la première fois le grand public à de la torture, une violence visuelle et morale quasiment inédite jusqu'alors dans les salles obscures. Non pas que le film fût le plus violent jamais vu, loin de là, mais cette fois, on invitait le spectateur lambda à assister à un spectacle auquel il n'avait pas l'habitude. Et l'œuvre n'était donc pas réservée aux amateurs de peloche bis italienne ou japonaise ou aux films d'horreur beaucoup trop trash pour les distributeurs. Non, cette fois, le gore et le trash s'invitaient dans les salons familiaux, inspirant par la même occasion toute une génération de créateurs. Rob Zombie, Eli Roth, Tom Six, Greg McLean ou encore, Alexandre Aja. Cette nouvelle version de La Colline à des yeux se voulait donc plus violente, plus dure, plus sale, plus sombre même, alors que la précédente, pour son époque, faisait déjà très très fort, elle mettait la barre très haut. Du coup, pari réussi ? C'est le moins qu'on puisse dire. Le film va très loin et aura choqué plus d'un spectateur à n'en pas douter. Viol, meurtre froid et sanglant de victimes innocentes, cannibales mutants aux gueules horribles, suicide, tout est fait pour mettre le public mal à l'aise et il est pour ainsi dire impossible de ne rien ressentir devant son visionnage. Logique, quand on sait qu'au-delà de l'aspect parfois torturant du métrage, Aja compte parmi ses influences des classiques comme Délivrance, comptant lui aussi des séquences assez fortes mais bien des années auparavant. Mais au final, on a déjà parlé de l'intrigue du premier film en 1977, mais pas encore de celle du remake. Est-ce qu'elle a beaucoup changé? Voici le pitch de départ. Nous suivons toujours la famille Carter en vacances dans la campagne américaine avec leur caravane toujours composée des mêmes membres, à savoir Bob, Ethel, Lynn, Doug, Bobby, Brenda et le bébé Catherine. Alors qu'ils roulent direction la Californie, ils décident de passer le désert du Nouveau-Mexique pour profiter du paysage. Sur la route, ils s'arrêtent à une station d'essence pour le moins crade et dont le propriétaire, louche au possible, leur apprend l'existence d'un raccourci qui passe à travers les collines du désert. Suivant les indications de l'énergumène, la famille se retrouvera à subir les assauts d'une bande de mutants cannibales vivant sur place, sans aucun espoir de renfort. Est-ce qu'ils réussiront à passer outre leurs relations difficiles pour s'entraider et se sortir de cette situation délicate? Rien n'est moins sûr. Évidemment, la zone désertique en question est celle qui a subi les essais nucléaires, plus de 300 selon le film, ce qui, selon mes recherches, est complètement faux. A priori, à part Trinity, il n'y a pas eu d'essais de ce genre dans le désert du Nouveau-Mexique, mais qui sait ce que le gouvernement américain nous cache?
Ces salauds d'Américains sont de fiefs menteurs, vous pouvez me croire. Nos cannibales vivent donc dans les collines, mais également dans une sorte de village test figé dans le temps et poussiéreux, rempli de mannequins, certainement abandonnés par le gouvernement derrière lui après ses expériences nucléaires. Ils ont fondé une sorte de micro-société, capturant les voyageurs égarés et se nourrissant de leur chair. Et bien sûr, les cannibales de 1977 sont donc de retour, même si leurs visages ont changé. Jupiter est toujours le chef de la bande, interprété cette fois par Billy Drago, surtout connu pour son rôle dans Les Affranchis, et qui nous a malheureusement quitté cette année en juin dernier. Et Michael Bailey Smith, que vous avez vu dans le 5e Freddy ou dans Men in Black 2, reprend ici le rôle du légendaire Michael Berryman, et joue donc Pluto. Le sympathique Robert Joy endosse le rôle du moins sympathique Lizard, et ce n'est pas sa première fois en gueule déformée puisqu'il était Charlie dans le génial Land of the Dead de Romero. Le génial spécialiste des maquillages et effets spéciaux Greg Nicotero apparaît en tant que Cyst, et Laura Ortiz reprend le rôle de la gentille Ruby. En face des méchants mutants, nous avons la gentille famille Carter, qui comprend également quelques visages connus. Aaron Stanford, alias Pyro dans la trilogie X-Men et Doug, Kathleen Quinlan, vue dans Apollo 13 par exemple, et Ethel, et Ted Levine, connu pour Le Silence des Agneaux et le rôle de Staten Meyer dans la série Monk et Big Bob. Plusieurs de ces comédiens ont d'ailleurs été convaincus d'apparaître dans une production aussi violente, surtout pour pouvoir bosser avec Alexandre Aja, parce qu'ils avaient été convaincus par Haute Tension, et qui le considéraient comme l'un des futurs grands noms de l'horreur. C'est le cas pour Levine notamment, mais aussi pour Vanessa Shaw et Émilie de Ravin par exemple. Et ils eurent raison de lui faire confiance, puisque le film engendrera pas moins de 70 millions de dollars, 70 pour nos amis français, avec un budget de seulement 15 millions. Ce sera donc un plutôt bon succès pour le deuxième long métrage de Aja et sa toute première expérience chez l'oncle Sam. Et d'ailleurs, vous pouvez me croire, il est presque difficile de croire que ce n'est pas un Américain qui a réalisé cette nouvelle version de La colline à des yeux. Il y a énormément de codes et de symboles liés à la culture américaine présents dans ce métrage. Outre la thématique nucléaire spécifique au seul et unique pays à avoir réellement lancé des bombes atomiques et aux questions que soulèvent les expérimentations à ce niveau au sein de la population, on ressent très fort l'ambiance d'après 11 septembre 2001 dans le film. Petit symbole qui ne paye pas de mine, le minuscule drapeau européen que Big Bob arbore fièrement sur sa grosse bagnole et qui est utilisé plus tard dans le film pour tuer l'un des mutants était particulièrement répandu après les attentats des Twin Towers. Or, ici, on a quand même un personnage qui tue son adversaire avec un drapeau américain. Si ça, ce n'est pas du patriotisme, bah moi je sais pas ce que c'est, hein. On peut également apprécier le côté non manichéen qu'Aja a tenté d'incorporer à son intrigue. Les mutants cannibales font ce qu'ils peuvent pour survivre rejetés par la société dite normale et forcés de rester cachés dans les collines où même le gouvernement les a oubliés. Le mode de vie qu'ils ont choisi d'adopter, ils ne l'ont pas fait par choix ou par préférence, mais par obligation, pour survivre. Leurs enfants sont des enfants comme les autres, qui jouent comme ils peuvent, pas plus méchants que d'autres, arborent juste d'impressionnantes malformations. Alors oui, ils sont hostiles envers les humains ordinaires, entre guillemets, c'est vrai. Mais cette hostilité est partagée, et lorsqu'on les retrouve avec ce film, nous savons que cela fait déjà environ un demi-siècle qu'ils ont commencé leurs exactions. Leur caractère et leur personnalité ont probablement évolué avec le temps, et on peut imaginer qu'ils sont devenus de plus en plus impitoyables, finissant par ne plus considérer leurs victimes comme des humains, juste comme des proies. En témoigne le discours de Big Brain, qui après avoir chanté l'hymne national américain d'une voix guère enjouée, accuse la société de les avoir mis à l'écart, de les traiter comme des monstres, et surtout de se moquer éperdument de leur sort. Il est intéressant de noter que c'est l'un des messages forts du film. La société crée elle-même ses propres monstres, entre guillemets, et elle est obligée, un jour ou l'autre, de les affronter d'une façon ou d'une autre. Et ça fait beaucoup de fois le mot « autre ». C'est quelque chose qui est plus ou moins adaptable à tous les problèmes modernes, hein, que ce soit guerre, terrorisme, prostitution, drogue, blablabla, tout ça, tout ça. Bref. Mais sans rentrer dans de la sociologie ou de l'économie de comptoir, c'est intéressant de le noter avec ce film. Cette famille représente un peu le rêve américain avec ses beaux enfants, ses parents symboles d'une réussite économique et sociale, un père ex-policier et amateur d'armes à feu, etc. Ils représentent parfaitement la famille lambda américaine qui a tout ce qu'on peut vouloir et qu'on ne peut qu'envier. Tandis que leurs agresseurs vivent dans un désert et bouffent de la chair humaine, paye ton rêve américain. Bon, ils sont quand même très méchants dans leurs actes et évidemment la violence extrême à laquelle on assiste vient briser un petit peu le beau tableau familial des Carter. Elle est assez inattendue, du moins un tel niveau de violence est inattendu et la séquence de l'attaque de la caravane atteint des sommets en tension, en gore et d'une certaine façon en terreur. Viol, meurtre sauvage d'innocents, ce n'est pas tant les giclées de sang qui sont impressionnantes ici mais la froideur des scènes. C'était la volonté d'Aja que l'expérience soit dure à vivre pour le spectateur, et j'ai bien dit l'expérience et non pas le visionnage, car le but était de faire sortir le public de son rôle passif et d'avoir l'impression véritable de vivre le film et les déboires de cette famille. Tout cela est bien entendu aidé par le superbe boulot de Nicotero qui nous a concocté pour l'occasion des effets gore de toute beauté. Les impacts de balles sont particulièrement brutaux et réalistes et les gueules des mutants sont tellement réalistes qu'ils vous feront grimacer. Pour nous faire vivre cette expérience, Aja et les Vasseurs ont décidé que chaque membre de cette famille serait très différent les uns des autres, au niveau de caractère et personnalité.
Du coup, cela nous fait vivre des sortes de mini-arcs narratifs personnels pour chacun des protagonistes qui réagit à sa façon. Une très bonne manière de varier l'intrigue et de maintenir un rythme intéressant pour le spectateur. Et en parlant de rythme, nous avons ici une œuvre qui fait littéralement des montagnes russes. Déjà, nous avons pratiquement que 2 grosses séquences en termes d'intensité. L'attaque de la caravane et la visite du village des mutants par Doug. Entre ces séquences, la caméra va prendre beaucoup plus le temps de se poser, histoire de nous imprégner de l'ambiance angoissante, l'ambiance entre guillemets vide et silencieuse du désert. Et cette lenteur assumée pourra permettre au spectateur de se sentir espionné, surveillé, au même titre que les protagonistes du film. Nous ne sommes pas seuls dans ces collines. Du coup, vous allez vivre le film comme si vous y étiez vraiment. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances en tout cas. Et le film s'ouvre avec un splendide générique sur une musique des années 50, des images d'explosions atomiques et de déformations dues aux radiations qui apparaissent dans des éclairs terrifiants. Ce générique nous dévoile que la tranquillité apparente du désert n'est qu'une façade, une illusion, et que la réalité est tout autre. Et cette ambiance restera tout le long du film. Cette sensation de faux calme, de fausse sécurité ne vous lâchera pas, grâce à une utilisation géniale des décors désertiques et à la gestion exceptionnelle du son. Ce calme assourdissant surtout. Bref. Le jeu des comédiens permet également aux spectateurs de vivre l'intrigue avec les protagonistes. Ils sont crédibles, de même que leurs personnages ou leurs réactions, et même s'ils surjouent parfois, c'est toujours dans l'intérêt des enjeux dramatiques et de l'intensité de la tension, parfaitement maîtrisée de bout en bout. Simplement, les personnages sont un petit peu trop nombreux et l'idée d'en tuer la moitié après seulement une moitié de film était juste brillante. Cela renforce énormément la gravité du drame et des enjeux auxquels nous sommes mêlés, et diminue l'impact des personnages et de leur aura sur le reste du film. Je m'explique, ce qu'on suit, c'est leur survie, et pas leur évolution ou leur personnalité. Leurs personnages sont crédibles, c'est tout ce qu'on sait, et on va suivre leurs réactions dans un milieu hostile et très dangereux. Les gentils petits Carter vont devenir de véritables guerriers héroïques et extrêmement violents, des animaux finalement. Et c'est cette évolution qui est importante, bien plus que les personnages en tant que tels. Et ouais mon gars. En conclusion, cette nouvelle version de La Colline à des yeux est, selon moi, supérieure à son aîné à tous les points de vue, et ce n'est pas loin d'être le meilleur film d'Alexandre Aja à ce jour. Ses antagonistes sont violents et néanmoins charismatiques d'une certaine façon, et ils n'hésitent pas à s'en prendre à femmes et adolescents, et ce avec une brutalité réaliste inouïe qui ne conviendra bien évidemment pas à tout type de public. Mais pour les amateurs de genre ou les aventuriers curieux en quête de sensations fortes, ce film vous fera vivre de sacrées montagnes russes. Il ne fait certes pas vraiment peur en tant que tel, mais l'attention et le suspense qu'il dégage sont indéniables. Une photographie maîtrisée, des effets sonores intéressants, un casting presque parfait, et enfin, des mouvements de caméra au service de l'intrigue aidés par un montage aux petits oignons qui ne vous fera rien rater de l'action, au contraire des montages épileptiques de Marvel et compagnie. Oui, La Colline à des yeux est un bon film. Et oui, je vous le conseille à tous. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais surtout, d'ici là n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo.